société. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre de journaliste politique au JDD. Bonsoir Sébastien Ligné. Bonsoir. Chef du service politique de Valeurs Actuelles. Et bonsoir à vous Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir, merci pour votre invitation. Député RN de la Somme, vice-président de la commission d'enquête visant à établir les freins à la réindustrialisation de la France. On va en parler dans un instant. D'abord Rima Hassan, entendu par la police en audition libre. L'eurodéputée LFI, militante pro-palestinienne, devant la brigade de répression de la délinquance aux personnes de la police judiciaire de Paris, visée par plusieurs plaintes pour des faits de menaces de mort et d'apologie du terrorisme. Est-ce que ça vous étonne ? Non, ce qui m'étonne, c'est que la justice suive son cours sur le cas de Madame Hassan, puisque elle, sans doute, se pensait-elle protégée par un certain nombre de causes qu'elle prétend défendre, c'est-à-dire toutes les causes sauf la France. C'est-à-dire toutes les causes possibles imaginables, sauf les causes de la défense de la France. Il suffit de faire un petit tour sur son Twitter ou sur ses interventions médiatiques. Je n'ai jamais entendu Rima Hassan défendre autre chose que sa propre cause personnelle et la défense de ce qu'elle appelle la cause palestinienne. Jamais un mot pour les salariés français, jamais un mot pour la justice sociale, jamais un mot pour la défense des pauvres gens face à l'insécurité ou à l'insécurité culturelle. La seule chose qui l'intéresse, c'est elle-même beaucoup, et c'est la cause palestinienne un peu. Quelques tweets en soutien de l'Algérie de temps en temps. Ah oui, j'avais oublié aussi, effectivement, que dans visiblement ces nombreuses soumissions au parti de l'étranger, il y a le régime algérien de M. Tebboune. Mais à mon avis, on n'est que dans le début d'une grande histoire entre la justice et Mme Hassan. Si vous abordez le sujet algérien, justement, qu'est-ce que vous y comprenez, Jean-Philippe Tanguy ? Est-ce que c'est l'échec de la méthode forte, c'est l'échec de la méthode douce, ou c'est l'échec de la méthode en général sur le dossier algérien ? J'en pense que quand on se comporte en paillasson, on risque de se faire marcher dessus. Donc c'est sûr que M. Barrot et M. Macron, en voulant absolument faire ami-ami avec le régime autoritaire de M. Tebboune, et ce, depuis la première campagne présidentielle où M. Macron avait humilié la France en osant qualifier le passé commun entre la France et l'Algérie de crime contre l'humanité, s'est mis dans une position... Il est revenu dessus, hein. Oui, mais il l'a dit. Donc il a même dit qu'il fallait arrêter la rente mémorielle. Oui, non, mais c'est tout et le contraire de tout et rien du tout, Monsieur Macron, mais il l'a quand même dit. Et évidemment, cela a été repris par la propagande du régime, qui ne vit que par la haine de la France, puisqu'ils n'ont rien à proposer à leur jeunesse à part des coups de matraque quand elle est dans la rue. Oui, le RN au pouvoir, il fait quoi ? Il fait quoi concrètement le RN au pouvoir demain pour libérer Boualem Sansal ? Eh bien, nous prenons des sanctions extrêmement fortes. La fin des visas, pas pour 2 semaines ou pas pour 2 mois, mais jusqu'à un changement de politique, la fin de tous les échanges financiers de la France vers l'Algérie et une coopération européenne plus forte, puisque c'est sûr que si nos partenaires italiens, espagnols ou portugais ne nous soutiennent pas dans notre offensive diplomatique pour faire respecter le droit international et le droit de la France à se faire respecter, c'est sûr que c'est une efficacité limitée. Cette méthode qui ressemble à un coup de taser, ça vous garantit le retour de Boualem Sansal en France ? Rien malheureusement ne peut garantir le retour de Boualem Sansal, mais ce qui est sûr, c'est que la soumission et se comporter comme un paillasson ne va pas faire revenir notre compatriote, mais aussi garantir les droits de la France à expulser qui de droit. Mais toutes ces mesures de rétorsion, elles existent, hein, les droits de douane, les visas, beaucoup de questions, les transferts d'argent, vous avez raison, mais est-ce qu'on a déjà obtenu des gains diplomatiques en sanctionnant des Algériens, des civils, et non pas les hiérarques, et non pas le régime, puisque ces 3 mesures de rétorsion, ce sont les Algériens qu'elles viseraient. Il faut sanctionner aussi bien les hiérarques que les civils. Moi, je n'oppose pas les 2 solutions, mais elles n'ont jamais été menées les 3 en même temps et jamais dans la durée. Et sur les représailles commerciales, cela fait très longtemps. Et vous ne craignez pas que, justement, les Algériens, on sait très bien la pression migratoire qu'il y a en France, utilisent ce levier-là, c'est-à-dire libèrent 3 à 4 zones migratoires, flux migratoires, et puissent finalement avoir une mesure de rétorsion contre la France qui est bien pire que ce que la France pourrait mettre en œuvre? Non, moi je ne pense pas. Je pense que c'est la France qui a l'ascendant. Je pense que c'est l'Algérie qui a profondément besoin de la France. Et je pense que la faiblesse de la France s'explique, et de toute façon il n'y a pas besoin de gratter longtemps, par la pénitence d'un certain nombre d'élites françaises venant de la gauche ou assimilées. Monsieur Macron, n'oublions pas, vient des socialistes, vient du Parti socialiste, vient de ce schéma de pensée qui consiste à présenter la France comme une coupable et à faire pénitence et s'excuser
des soi-disant crimes du passé au lieu de voir leurs propres erreurs du présent. Et sur cette question algérienne, je sais que Bruno Retailleau, c'est pas forcément votre tasse de thé. Il n'empêche, depuis plusieurs semaines, il est ciblé par la presse algérienne. Il était encore ce matin à la une de la presse algérienne. Le ministre de la haine écrit le journal de propagande du régime algérien. Est-ce que ça vous heurte? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et est-ce que vous avez parfois des messages de soutien adressés à Bruno Retailleau? Ah mais moi je soutiens tout compatriote, en particulier un ministre de la République face à des attaques d'une puissance étrangère, puisque ces attaques dans la presse sont évidemment téléphonées par le régime. Mais je pense que monsieur Retailleau est bien content quand même d'être ciblé par ce régime, puisqu'il en fait du miel pour sa campagne interne, et ça lui permet de s'excuser de ne pas avoir de résultats. Monsieur Retailleau est suffisamment intelligent pour savoir qu'il est dans un gouvernement macroniste, dirigé par des macronistes, avec un président à la tête de la diplomatie française, macroniste, c'est-à-dire Emmanuel Macron lui-même. Donc monsieur Retailleau s'est mis lui-même dans le piège et la main d'Emmanuel Macron. Je le regrette parce que c'est un homme cultivé et intelligent, et donc il a forcément fait ça par cynisme. Vous voulez dire que quand Laurent Wauquiez critique justement Bruno Retailleau sur la méthode algérienne, finalement c'est contre-productif parce que ça fait de la publicité à monsieur Retailleau? Le fait que ce fasse de la publicité à monsieur Retailleau, je m'en fiche, c'est surtout que ça met la France dans une situation impossible. Vous en fichez pas puisque ça vous prend aussi une partie de votre électorat. Non, pour le moment, il y a dans les sondages, il y a pas de les Français. Vous croyez aux sondages tout d'un coup, Jean-Philippe Moi, j'ai toujours cru aux sondages. Moi, vous m'avez jamais entendu critiquer les sondages. Non. Tout homme politique croit aux sondages quand ça l'arrange. Ah non, sincèrement, même quand j'étais à Debout la France et que les sondages étaient peu flatteurs, vous m'avez rarement entendu, pour pas dire pas par prudence, critiquer les sondages. Moi, je confonds pas le thermomètre et la température qu'il fait. Je ne suis pas du tout inquiet des tentatives de monsieur Retailleau de nous déstabiliser, puisque tous les Françaises et tous les Français savent qu'il est ministre d'Emmanuel Macron. Alors on peut apprécier monsieur Retailleau à titre personnel, mais je pense que personne n'est dupe du fait qu'il est dans la main de monsieur Macron, et c'est dommage parce que il aurait plutôt dû suivre monsieur Ciotti et faire une alliance avec Marine Le Pen et Jordan Bardella pour vraiment mettre en œuvre la politique qu'il aurait souhaité. Il n'aurait pas été ministre. Sébastien Ligné. Comment? Il n'aurait pas été ministre. Je sais pas, c'est pas moi qui décide, mais enfin. Sébastien Ligné. Je pense que monsieur Retailleau, qui dirigeait la droite au Sénat, avait des moyens pour négocier une place au gouvernement. Monsieur Ciotti, votre allié, justement, dit que l'Algérie est un État voyou. Ce sont ses mots. Est-ce que vous reprenez ces mots? Est-ce qu'il faut aussi durcir dans le vocabulaire notre relation avec l'Algérie et parler d'un pays adversaire, voire un pays ennemi, comme certains il est certain que les forces d'opposition ont plus de liberté que le gouvernement. Les forces d'opposition peuvent aussi verbaliser la colère du peuple français quand on sait qu'un de nos compatriotes, donc M. Sensal, est retenu en otage. C'est une dictature ou non est retenu en otage. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un régime, c'est pas une dictature, c'est un régime autoritaire qui utilise tous les leviers du pouvoir et parfois la violence politique. Parce qu'il y a un semblant quand même de société civile. Moi, j'essaie d'être précis dans les mots. Si tout est une dictature, alors on peut plus faire de différence entre la Corée du Nord et l'Algérie. Or, il y a des différences. C'est comme ne pas faire de différence entre la Russie et la Chine. Monsieur Poutine, c'est un régime autoritaire, utilisant des méthodes très violentes, mais il y a encore des semblants d'élections et de société civile, alors qu'en Chine, il n'y a pas de semblant de société civile. Jean-Philippe Tanguy est l'invité d'Europe 1 soir. On se retrouve dans un instant. On va parler réindustrialisation et 40 milliards. Ce chiffre qui nous pèse dessus. À tout de suite. Europe 1 soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Sébastien Ligné, avec Jules Torres et Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, Madame Mélanie, dans le bureau ovale de Monsieur Trump. Ça donne ça. J'ai invité le président Trump pour qu'il vienne en visite officielle en Italie. Bon, il faut suivre toute la procédure, mais nous envisageons une telle rencontre aussi au plus haut niveau européen. Je pense que le mieux, c'est que nous discutions de manière amicale des attentes de chacun et essayer de se rencontrer au milieu. Je suis là pour essayer de veiller à ce que nous trouvions un accord qui permette de renforcer tous nos pays. Jean-Philippe Tanguy, elle a eu raison d'aller voir directement M. Trump sans passer par la case Union européenne, Madame Mélanie? Mais écoutez, nous verrons les résultats. La difficulté, c'est que malheureusement, l'Union européenne a la compétence exclusive de la politique commerciale. Donc je ne sais pas trop ce qu'elle allait négocier Madame Mélanie. Comme disait Catherine Ney, elle est allée faire du charme à Monsieur Trump pour éventuellement avoir des allègements sur les droits de douane. Je ne sais pas. En tout cas, les intérêts de l'Italie, les intérêts commerciaux, de l'Italie sont assez différents des intérêts français. L'Italie est plutôt libre-échangiste. Son industrie
dans le Nord est très compétitive et peut se permettre des accords de libre-échange comme l'Allemagne qui disqualifient la France et qui nous mettent dans de grandes difficultés. Donc je ne prends pas le voyage de Madame Meloni pour un bon signe pour la France. Ce qui est très inquiétant, c'est que la France n'existe pas dans ces négociations, qu'on a été incapable de se faire respecter par Bruxelles sur les intérêts des secteurs économiques français et que nous sommes dans de grandes difficultés dans le rapport de force que met en place M. Trump et que nous avions d'ailleurs dénoncé le jour de son élection parce que nous avons dit M. Trump est un patriote, donc il défendra l'intérêt des Américains. L'intérêt des Américains n'est pas l'intérêt de la France. Et de la même façon, qu'est-ce que vous dites à Bernard Arnault qui aujourd'hui devant les actionnaires a dit qu'il allait multiplier les investissements aux États-Unis et que l'Union européenne était incapable de faire quoi que ce soit et que c'était d'ailleurs de la bureaucratie? Mais écoutez, moi, si les grands capitaines d'industrie français réalise publiquement ce qu'est l'Union européenne telle que Marine Le Pen le dénonce depuis plus de 20 ans, et Jordan Bardella lors des dernières élections européennes, il faut le dire, sans le moindre soutien d'un seul capitaine d'industrie française depuis tant d'années, eh bien, je m'en félicite. Voilà, moi, si les grands dirigeants qui font la richesse de ce pays comprennent qu'il faut être solidaire, que tous les Françaises et les Français doivent être solidaires et que la politique commerciale qui désavantage les uns finit par désavantager les autres, que les normes que souvent les grands groupes ont plus facilement dictées à Bruxelles finissent même par se retourner contre eux, je m'en félicite. Retourner contre eux et contre nous, puisque là, oui, en l'occurrence, il va investir aux États-Unis plutôt que de... Ça sent même la délocalisation là-bas. Mais tout à fait, mais il l'avait déjà dit. Bon, il y avait déjà eu une ouverture de site sous le premier mandat de Monsieur Trump, qui n'avait pas forcément désavantagé totalement l'industrie du luxe français. Mais d'ailleurs, ce que dit Monsieur Arnault et d'autres, c'est pour ça qu'Alexandre Loubet, au nom du Rassemblement national, a lancé cette commission d'enquête sur les périls et les freins à la réindustrialisation de la France. Présidée par Charles Rodwell aussi. Oui, mais enfin, c'est le Rassemblement national qui l'a demandé. Et M. Rodwell, il incarne la Macronie qui a menti sur la réindustrialisation française, puisqu'on réalise, notamment à travers l'effondrement des comptes publics, que toute la politique de réindustrialisation de M. Macron était totalement bidon. Il appréciera, il vous répondra sans doute dans une autre émission. Vous savez, je l'ai déjà dit en face. Vous savez, généralement, j'ai oui, je sais que vous dites souvent les choses en face. De pas vraiment faire des coups dans le dos. Donc moi, je lui ai déjà dit, et de toute façon, ils le savent très bien. Et de toute façon, les chiffres sont là. Si la politique de réindustrialisation de M. Macron avait fonctionné, les comptes de la nation seraient pleins, les comptes de la sécurité sociale et les comptes de l'État. Et il n'aurait pas cherché 40 milliards. Exactement, parce que les comptes de l'industrie produit beaucoup de valeur ajoutée, produit de bons salaires, produit de l'innovation, et donc, au bout de 7 ans, ça aurait dû remplir les caisses de l'État. Si les caisses de l'État sont vides, contrairement à ce qu'avaient annoncé les macronistes, c'est parce qu'en fait, leur politique était bidon, qu'ils ont tout subventionné à tout va, et que quand, les crises arrivent, et ben, toute la poussière redescend, et il ne reste que les dettes créées par ces subventions. Mais est-ce qu'on peut quand même, alors je sais que dans votre position c'est compliqué, mais est-ce qu'on peut pas quand même reconnaître que M. Arnault n'a pas tort et que M. Arnault non pas ne peut être soutenu, mais en tout cas on peut comprendre sa décision quand on sait que LVMH, son groupe, c'est un quart de sa production et de son résultat qui dépend des États-Unis. Quand on sait que, et si vous avez fait cette commission, vous le savez aussi bien que moi, que tous les chefs d'entreprise, tous les capitaines d'industrie française nous disent qu'aujourd'hui c'est impossible d'industrialiser en France, c'est impossible de remettre des usines, c'est impossible de créer des emplois parce qu'on a des dizaines et des dizaines de normes, pas seulement européennes d'ailleurs, qui sont aussi des normes nationales qu'on applique du droit européen, des normes environnementales, tout un espèce de micmac administratif qui rend absolument impossible le retour des usines en France. Est-ce que face à ce constat-là qui est absolument dramatique, j'entends que ça fait des années que vous en faites le constat, mais est-ce qu'on ne peut pas, d'une certaine manière, reconnaître à Bernard Arnault au moins un certain courage de révéler cela et de reconnaître que dans sa position de capitaine d'industrie, il doit penser à ces chiffres et que d'une certaine manière, c'est logique qu'il aille aux États-Unis pour conserver des emplois, parce qu'à la clé, il y a aussi des emplois à conserver. Ah, mais alors je me suis mal exprimé. Moi, Jean-Philippe Tanguy. Je n'ai pas dit que M. Arnault avait tort. Moi, je comprends sa logique. J'avais dit que ce que je regrettais, c'est que pendant des années, les grands capitaines d'industrie française, d'une part, n'aient jamais soutenu le Rassemblement national, voire aient cotisé aux mensonges sur le programme économique, expliquant que soi-disant étaient socialistes, alors que nous étions une force de production et de valorisation du travail, qu'ils ont généralement soutenu plutôt Emmanuel Macron et d'autres, qui fait de mauvaise politique, et la construction européenne, qui a fait de mauvaise politique. Et pendant longtemps, je suis désolé, il faut dire les choses dans son entier, ces grandes multinationales ont un peu tenu la plume de l'Union européenne au détriment des TPE, des PME, et on n'entendait pas beaucoup les grands capitaines d'industrie se plaindre de la destruction de notre tissu d'industrie de moyennes et de petites entreprises. Voilà, c'est tout. Donc un peu plus de solidarité nationale, comme il y en a en Allemagne ou en Italie du Nord, entre les grands capitaines d'industrie et les TPE, PME, ça ferait du bien. Ça ferait du bien, Jules Torres. Quand on demande au Rassemblement national qui pourrait être ministre de l'économie
l'économie ou de l'industrie ou sur ces sujets-là, il y a souvent votre nom qui revient. Et moi, j'ai une question qui est assez simple. Dans ces temps de guerre commerciale, au moment où, vous le disiez, Bruxelles a quasiment un mandat exclusif sur la question commerciale, que ferait le ministre de l'économie ou de l'industrie français? Est-ce qu'il ferait comme Madame Meloni, c'est-à-dire qu'il irait pour négocier des accords bilatéraux, ou est-ce qu'il déléguerait, encore une fois, à cette Union européenne? Ah, mais je pense que Mme Mélodie a raison d'aller défendre les intérêts de l'Italie. Mais que ferait, il faut faire pareil. Français. Mais c'est ce que j'ai dit au début. En fait, nous sommes prisonniers d'une guerre commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis qui ne concerne pas la France, parce que la France n'a pas des échanges déséquilibrés avec les États-Unis. Nous sommes plutôt respectueux et dans des échanges plutôt loyaux, avec une balance commerciale qui ne part pas dans le décor dans un sens ou dans l'autre. Et donc nous n'avons pas de raison en fait d'être pris dans cette bataille. C'est une bataille essentiellement entre l'industrie allemande et italienne d'une part, les abus du cheval de Troie des multinationales américaines que sont l'Irlande d'autre part, et les États-Unis de l'autre côté. Et en fait, nous sommes liés à cette guerre alors que nous n'avons pas part. Et il n'entend personne au niveau de la France, non seulement pour défendre les intérêts français, mais pour le dire, tout simplement le dire à haute voix et ne pas se laisser écrabouiller. Mais paradoxalement, vous êtes d'accord avec M. Trump, puisque lui protège les Américains. C'est-à-dire que lui, d'une certaine manière, il met des droits de douane, mais c'est parce que lui, il fait la même politique que vous souhaiteriez mener, c'est-à-dire qu'il privilégie d'abord le marché américain pour les Américains. Wisconsin, il est très content. Mais absolument, d'ailleurs, les syndicats de l'automobile américain qui s'étaient opposés à M. Trump aux élections, maintenant le soutiennent, ou en tout cas soutiennent sa politique. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand M. Trump a été élu, on ne s'est pas félicité de son élection comme Français. On a pris acte de son élection comme c'était un patriote américain qui allait défendre les intérêts des États-Unis. Et donc, Jordan Bardella et Marine Le Pen, lors de son élection, ont alerté les Français et les entrepreneurs français en disant « Attention, Monsieur Trump va appliquer son programme et aujourd'hui, ce programme est contre les intérêts français. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était d'ailleurs le sens... Mais il a raison de le faire quand même pour les Américains. Bien sûr qu'il a raison de le faire, mais attention, le problème, c'est que vous ça fait 3 mois... mais vous dites il a raison quand même de le faire. Mais on n'est pas au pouvoir, monsieur. Donc moi, je l'ai vu depuis 3 mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Paris? Rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Bruxelles? Rien. La seule chose qu'ils avaient préparé, c'est ressortir le plan pourri qu'ils avaient déjà fait à Monsieur Trump il y a 4 ans. Donc ils n'ont rien préparé pendant des mois, alors que la campagne américaine s'est fait cela. Monsieur Trump a appliqué exactement ce qu'il a annoncé pendant la campagne américaine, et du côté européen, tout ça était anticipable. Français, bien sûr, c'était transparent. Monsieur Trump, il a annoncé ce qu'il allait faire. Il avait d'ailleurs, au premier mandat, annoncé qu'il allait renégocier l'accord de libre-échange entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. Il l'a fait. Qu'il allait mettre fin à l'accord de libre-échange sur le Pacifique. Il l'a fait. Monsieur Trump a beaucoup de défauts, mais il a une qualité, c'est qu'il dit les choses. Et la puissance américaine est telle que, de toute façon, ils ont les moyens d'appliquer leur politique contre vents et marées. Donc la vraie question, plutôt que de pleurnicher en permanence sur le fait que Trump serait méchant ou gentil, c'est pourquoi ceux qui sont en charge des intérêts français, ou même si on croise Baratin, les intérêts européens, n'ont rien fait, n'ont rien préparé, et sont tels un lapin dans les phares d'une voiture, prêts à se faire écrabouiller. Et le problème, c'est que nous, avec...